Bonjour à toutes et à tous, mes chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de reprise sur YouTube. Alors, ça va peut-être être temporaire. Je ne sais pas si ça va être, si je vais continuer pendant longtemps, mais en tout cas, cette vidéo pour moi est essentielle. Et d'ailleurs, je m'attendais même pas à revenir. C'est parce que j'ai fait des recherches et surtout de nombreuses découvertes et que pour moi, j'ai besoin de vous transmettre, de vous partager les potentielles découvertes que j'ai faites. Alors, je me suis rendu compte de certaines choses ces derniers temps. C'est qu'en fait, il y avait deux courants de pensée. Les personnes qui soutiennent le travail de quelqu'un et celles qui le rejettent. On est souvent dans des opposés extrêmes. Et justement, dans mon slogan YouTube, dans ma bannière, c'est écrit unité, amour et partage. Ben, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste tout ça. En fait, quand je parle d'amour, c'est surtout de compassion et d'empathie envers les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on pense également à notre interlocuteur, même s'il n'est pas présent visuellement derrière nous, mais il faut se l'imaginer. Et donc à chaque fois que je commence à enregistrer une vidéo, je pense aussi à vous. Vous allez dire, oh, c'est gentil, Marcus. Oui, parce que c'est essentiel. Certes, nous sommes dans un monde de divertissement, mais chaque jour est différent. Et je pense que il y a des jours où on se sent bien, il y a d'autres jours où on se sent pas bien. Donc, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo pour se soulager, pour que ça leur fasse du bien, pour avoir un petit peu de divertissement, et ben j'espère que ça répondra à vos besoins. Et pour les personnes pour qui ça va très bien et qui sont curieuses de savoir de quoi va parler cette vidéo, je parle de maths. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous cache Marcus? Ah, vous allez bien voir, c'est passionnant. En fait, comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, où j'avais, dans un message d'environ 5 à 10 minutes, j'avais expliqué pour quelles raisons j'arrêtais. J'avais aussi expliqué que j'allais continuer à voyager. Et il se trouve que j'ai voyagé sur l'archipel de Malte. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Donc c'est à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, pour faire court. Et cet archipel a une riche histoire que je vous expliquerai un peu plus tard, qui est vraiment très intéressante. Et justement, j'espère qu'à travers mon travail, vous allez pouvoir apprécier cet endroit et pourquoi pas vous y rendre vous aussi un jour pour aller visiter l'archipel, pas forcément pour les mêmes raisons que moi, mais aussi par tout ce qui dégage son charme intrinsèque. Et en fait, comme on va dire les synchronicités m'ont mené vers certaines découvertes et que je trouve quand même assez extraordinaires en ce qui me concerne. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Mais avant de développer un peu plus, je vais revenir sur mes trois points. Donc j'ai parlé d'amour, compassion et empathie envers les autres. Mais il y a aussi l'unité. Alors qu'est-ce que ça veut dire unité? J'ai déjà montré dans mes vidéos sur la science holistique. C'est plutôt penser à rassembler les choses plutôt qu'à les séparer. Et ben je vais faire la même chose avec les personnes qui me regardent actuellement. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est totalement bien, parce que si tout le monde était d'accord avec ce que je ferais, ça ne servirait à rien dans un sens. Et puis pour les personnes qui me soutiennent complètement, eh ben, c'est l'occasion de vous dire, soyez un peu plus sceptiques par rapport à mon travail. Voilà, c'est une démarche un peu nouvelle, mais en fait, pour arriver à cette unité, je me suis rendu compte que si on emploie le conditionnel, ça pouvait être la meilleure façon de réunir les opposés. Pourquoi? Parce que quand on emploie le conditionnel quand on s'exprime, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous indiquons. Mais alors là, on pourrait se dire, mais alors tu vas nous présenter quelque chose dont tu n'es même pas sûr. Bien sûr, au fond de moi, il y a tellement d'éléments qui coïncident que forcément, il y a une part de vérité de croyance que c'est vrai,
qui est à l'intérieur de moi, mais je laisse la porte ouverte à d'autres possibilités. C'est pour ça que je vais beaucoup employer le conditionnel. Et justement, en employant le conditionnel, ça va permettre, je l'espère en tout cas, aux sceptiques de s'ouvrir un petit peu plus à la possibilité à ce que je démontre soit potentiellement vrai. Et encore une fois, comme je dis, j'emploie un terme qui permet de rendre les choses plus vagues, mais c'est fait exprès. Et pour les personnes qui sont complètement d'accord avec ce que je fais, d'être plus sceptique, de se dire, peut-être que là, tu as tort, tu as mal fait ton calcul, tu devrais revoir l'angle et tout ça, parce que je vais parler de mathématiques et de géométrie, c'est pour ça que j'ai pris ces exemples. Et donc, voilà, j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, je vais parler, en tout cas, je vais essayer de parler le plus possible au conditionnel, mis à part, à l'exception des faits. Là, je vais vous montrer un enchaînement de données, d'informations, qui sont des faits. Mais ces faits peuvent être, je peux partir du mauvais point pour arriver au mauvais point. C'est ça que je voulais dire. Donc, on va dire que ça peut être interprété différemment. Et donc, mon objectif, c'est de laisser les portes ouvertes afin que vous puissiez vous-même laisser la place à votre part de discernement et déceler, démêler le vrai du faux. Voilà. Euh, et donc, le dernier point, c'est partage. Ça, c'est aussi très important. Pour moi, c'est très important de partager mon propre point de vue, ma propre perspective des choses, parce que si l'on ne partage rien, le monde n'avance pas et n'évolue pas. Donc certes, il y a une part de risque, mais si nous ne prenons pas de risque, dans ce cas-là, nous restons figés et nous stagnons. Et donc, à travers le partage, j'incite tout le monde, aux personnes qui se diraient, ah bah mon travail, il n'est pas assez solide pour que je puisse le partager, non, ça sert à rien que je fasse ça. C'est typique, on va dire, des personnes qui manquent de confiance en elles. Et ben justement, j'encourage les personnes qui ont du mal à se lancer pour quelque chose, à se dire que c'est leur point de vue, c'est leur perspective, et que justement le monde est fait pour entendre une diversité d'opinions. Voilà. Pour moi, c'est très important de commencer cette vidéo de cette façon et de mettre les choses au clair. Parce que c'est vraiment ma façon de penser. C'est vraiment ma manière d'être. Et en tout cas, j'essaye de l'appliquer au quotidien, mais encore plus quand je m'adresse à beaucoup de personnes. Plus on est nombreux, plus forcément, il faut trouver un discours qui puisse s'adapter au plus grand nombre. Et je pense que justement, le conditionnel peut être une bonne méthode pour rassembler les opposés, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai terminé cette introduction. Maintenant, nous allons passer à l'archipel de Malte. Je vous ai préparé un diaporama sur PowerPoint. Voilà. Tac. Hop. F5. Ah, je peux pas le... Alors, attendez. Il doit y avoir un bug. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le titre de cet exposé que je vous fais aujourd'hui s'appelle L'archipel de Malte sous un nouveau jour, l'incroyable relation entre les sites mégalithiques et les édifices religieux. Parce qu'en fait, je ne vais pas que parler des sites anciens, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes précédentes vidéos, notamment lors de mon voyage en Bosnie, parce que je suis passionné d'archéologie. Mais il y a aussi l'archéologie plus récente, avec les églises et les cathédrales, qui restent quand même assez mystérieux pour la plupart. À notre époque, encore actuellement, on se pose des questions pour savoir comment ils ont fait pour construire des monuments aussi imposants et impressionnants. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la première page. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, je vais vous montrer le sommaire de ce diaporama. Alors, je vais commencer par vous expliquer la géographie du lieu et aussi le récit de mon voyage, où je suis allé et ce que j'ai appris lorsque je suis allé là-bas. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'histoire chronologique de l'archipel, sa formation géologique
et son occupation successive par plusieurs groupes. Ensuite, dans la troisième partie, je vous ferai une présentation de l'ensemble des sites archéologiques répertoriés sur Malte et sur Gozo, donc l'ensemble des temples, des dolmens et des menhirs, que j'ai pu retrouver aussi à travers le logiciel que j'ai utilisé pour mes recherches, à savoir Google Earth, mais j'entrerai plus dans les détails par la suite. Gozo, c'est l'île qui se trouve au nord de Malte, puisque comme c'est un archipel, il y a plusieurs îles. Et entre les deux, il y a une plus petite île qui s'appelle Comino. Ensuite, dans une quatrième partie, je vous expliquerai les relations géométriques et mathématiques que j'ai pu déceler entre ces structures, donc entre ces temples, dolmens et menhirs. Des fois, ça peut être uniquement entre des temples, uniquement entre des dolmens, ou une liaison entre des dolmens et des temples, des menhirs et des temples. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'astrogéométrie, une relation astronomique et géométrie. Mais moi, en l'occurrence, j'ai principalement abordé la partie géométrique et mathématique. Parce qu'en fait, ça s'intègre dans un ensemble plus grand qu'on appelle le quadrivium, et qui regroupe quatre sciences. Dans la cinquième partie, je, je vous ferai une présentation des principaux forts et édifices religieux construits par les chevaliers de Malte lors de leur long séjour sur l'archipel, entre 1530 et 1798, parce que j'ai pu me rendre compte que c'est vraiment à leur arrivée qu'il y a des choses qui ont changé, et qu'il y a une certaine compréhension des choses qui a été mise en place concrètement à travers la construction de leurs édifices religieux et de leurs forts. Ensuite, je mettrai en relation ces structures entre elles, mais aussi avec les sites mégalithiques, parce que je me suis rendu compte que, en plus d'avoir construit un très grand nombre d'églises, ils les ont construits à des endroits bien stratégiques par rapport aux autres sites archéologiques, pour une raison qui m'échappe un petit peu encore actuellement, mais on va dire j'ai certaines hypothèses, que je vous proposerai d'ailleurs à la fin de ce diaporama. Dans la septième partie, je vous ferai la présentation des quelques forts et édifices religieux construits par la couronne britannique lors de leur occupation de l'archipel entre 1800 et 1964. Bon, je suis un peu gentil en disant quelques forts et édifices religieux, enfin surtout quelques édifices religieux parce qu'il y en a eu quand même beaucoup qui ont été construits pendant cette période. Alors comme pour le cas précédent, j'effectuerai une relation entre ces structures et les sites mégalithiques, mais également une relation entre elles. Puis dans une neuvième partie, je vous présenterai les structures modernes construites après l'indépendance de l'archipel, entre 1965 et 2024, et ça se résume principalement à un seul architecte maltais qui s'appelle Richard England. Et vous verrez d'ailleurs, au cours de cette présentation, que c'est souvent les mêmes architectes qui ont construit les églises et qu'ils étaient presque tous maltais, c'est-à-dire nés à Malte, sur l'archipel de Malte en tout cas. Et puis, dixième partie, leur relation avec tout le reste. À la fin, on conclura par cette question. Est-ce que tout cela est une succession de coïncidences ou un placement volontaire des bâtisseurs? Voilà pour ce qui vous attend. Alors, dans cette prochaine partie, je vous montre donc où se trouve Malte. Ici, on a une carte de l'Europe avec une partie d'Afrique du Nord et une partie d'Asie, qu'on peut voir à l'est. Et Malte, c'est là. C'est tout petit. C'est juste en dessous de la Sicile, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais rapidement aborder la semaine que j'ai passée là-bas. Je suis resté 7 jours. Le premier jour, j'ai visité ce grand édifice qui s'appelle, alors, tac, la cathédrale Saint-Jean. C'est la cathédrale principale de l'archipel et je vous expliquerai plus en détail sa durée de construction, l'architecte et son importance dans l'astrogéométrie. Juste en dessous, ce que vous voyez, c'est la fontaine qui domine la place centrale de La Valette, la capitale.
de Malte. Ça s'appelle la fontaine Triton, puisqu'en fait, il y a trois hommes avec des queues de poisson qui, qui soutiennent, qui supportent une coupole de laquelle jaillit de l'eau. Mais les tritons, bien sûr, c'est les trois hommes qui portent cette coupole. C'est l'équivalent des sirènes chez les hommes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais pas si vous connaissez Didier Qualac, il a sorti certaines vidéos et il explique que dans les sculptures, on peut retrouver certaines connaissances ésotériques, et notamment le fait que quand des êtres sont représentés en train de porter une coupole remplie d'eau, ça représente le porteur d'eau, qui est l'archétype du signe du Verseau en astrologie. Or, il est dit qu'on va bientôt passer dans l'ère du Verseau. Personnellement, j'en ai fait un calcul. Je vous invite à le regarder sur mon site internet, Holistica. Je vous laisserai le lien de toute manière dans le descriptif de la vidéo. Et donc, ici, ça pourrait être une représentation du début de l'ère du Verseau. Ça porte l'eau, donc ça veut dire on commence, on remplit le réservoir, dans un sens. Donc voilà, fontaine Triton, en bas à droite. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur de la cathédrale. C'est vraiment somptueux, j'ai eu l'occasion d'y rentrer. C'est une vidéo que j'ai prise avec mon portable. Pratiquement tout est en or à l'intérieur. Ici, on peut voir le drapeau des chevaliers de Malte et qui ressemble beaucoup aux armoiries des ducs de Savoie où j'habite. Et ça m'a beaucoup intrigué d'ailleurs. La croix des chevaliers de Malte, la croix à 8 branches. Et c'est magnifique, hein. Vraiment somptueux. Si jamais vous allez là-bas, je vous conseille d'entrer dans cette cathédrale. Alors, voilà, donc ça c'était lors de mon arrivée, donc je me suis pas trop aventuré trop loin. Je suis resté proche de la chambre d'hôte où j'étais. J'étais pas dans un hôtel. Alors, lors du deuxième jour, j'ai commencé par la visite du Musée national d'archéologie, puisqu'en fait, en commençant par le musée, ça allait me permettre de mieux comprendre euh, les différents sites archéologiques, où est-ce qu'ils sont disposés sur l'île, et on va dire les principaux artefacts qu'on a pu récupérer et entreposer dans ce musée. Il se situe en plein centre de la Valette, hein, pour ceux qui voudraient y aller. Alors voilà, je vais commencer par quelques artefacts intéressants. Ici, en haut à droite, nous avons, alors je l'ai écrit normalement, voilà, la femme endormie. C'est une petite sculpture très connue à Malte. Elle a été découverte dans l'hypogée Al-Safini, que je vous présenterai un peu plus tard. Et comme on peut voir, elle représente une femme allongée sur une sorte de banquette. Vous voyez ici, comme un lit plat, un peu incurvé, un peu concave. Ensuite, une autre pierre que j'ai trouvée intéressante qui est en bas à droite, comporte des motifs en forme de spirale. C'est vraiment très étrange. Bloc de pierre avec des motifs de spirale. Or, ces motifs-là, on les retrouve sur une pierre située juste devant le tumulus de Newgrange, en Irlande. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes prochains projets de voyage. Je compte y aller au mois de juillet. Donc, je pourrais confirmer de mes propres yeux si effectivement c'est les mêmes motifs. Euh, En tout cas, au niveau des détails, ça ressemble beaucoup. Et pourtant, on est assez loin. Malte et l'Irlande, peut-être 1000 kilomètres qui séparent les deux lieux, si ce n'est plus. Alors, passons à la deuxième partie. Voici autre chose que j'ai trouvé important de mentionner ici. C'est une pierre alors limestone, ça veut dire pierre calcaire, en globigérine, présentant un modèle de salle rectangulaire.
Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'en fait, à Malte, je me suis rendu compte que la plupart des temples étaient circulaires. Et si je mets ça en avant, c'est parce qu'en fait, à Göbekli Tepe, il y a des parties qui sont rectangulaires comme ça. Si vous regardez bien les photos, il y a certains secteurs du site qui sont rectangulaires et entourés de murs similaires à ceux-là. Or, les temples de Malte sont les plus anciens derrière Göbekli Tepe. Bon, certes, il y a environ 5000 ans de décalage entre les deux, puisque Göbekli Tepe est estimé à 11 500 ans avant Jésus-Christ, tandis que les plus anciens temples de Malte, qui sont Shkorba et Tagat, que je vous présenterai plus tard, sont estimés à environ 5200 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, il y a quand même 6000 ans d'écart. Mais bon, ça c'est d'après les relevés qu'on a pu faire. Et vous verrez que la datation est loin d'être simple et qu'elle pourrait être remise en question assez facilement. Donc voilà, ancien temple rectangulaire. Et ici, aussi très intéressant, d'autres blocs de pierre. Ici, je pense que c'était des linteaux. On devait recouvrir la partie supérieure d'un trilithon. On voit des animaux qui sont sculptés dessus. Et là, c'est exactement la même chose à Göbekli Tepe, avec le même relief et de façon aussi simpliste. Et enfin, je vous expliquerai plus tard, mais pour moi, les temples de Malte sont beaucoup plus anciens que ce qu'on nous laisse penser. Vraiment beaucoup plus anciens. Donc voilà, bloc de pierre représentant des animaux. Alors voilà, jour, ça a été la visite des temples Taglat et Shkorba. Alors je voulais commencer par les temples les plus anciens, puis ensuite remonter vers les plus récents. Donc voilà, je vous disais 5200, mais en fait c'est 5400 avant Jésus-Christ, donc c'est 7400 ans environ. Et dites-vous que ça, c'est les estimations qui ont été faites par les archéologues à partir de la céramique et des poteries qu'ils ont retrouvées là-bas. Parce qu'en fait, contrairement à Karnak où ils ont pu dater par rapport à la pose de la pierre, où en fait il y a des morceaux de charbon autour, donc c'est des matériaux organiques qui peuvent être examinés au carbone 14. Dans le cas de Malte, ils n'ont rien retrouvé. Donc en fait, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est supposer qu'en fait les temples ont été construits à cette époque. Mais en aucun cas ils sont certains. Ils pourraient être bien plus anciens. Sachant que là, si on trouve des morceaux de poterie et des morceaux de céramique, ça pourrait vouloir dire que c'est arrivé après. Donc ça a été laissé plus tard par une autre civilisation. Mais ce n'est pas partie intégrante du temple. Ça, c'est important à mentionner. Voilà. Voilà à quoi ressemble la partie d'entrée du temple de Tagalat. Franchement, le Triliton est très imposant. Bon, ici, on peut plus parler d'un dolmen, je pense, parce que les orthostates sont constitués de plusieurs pierres. Parce que Triliton, en fait, c'est une entrée en trois parties, avec deux orthostates, qui sont deux pierres verticales qui soutiennent un linteau horizontal, une pierre de couverture. Et ça, c'est plus pour les dolmens. Et donc, ça marque souvent l'entrée d'un temple. Et ici, à Tagalat, c'est monumental. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est cet effet de légèreté. Parce que quand on voit un immense bloc comme ça, on pourrait se dire que la pression, le poids, pourrait facilement tout faire s'effondrer. Mais en réalité, c'est comme si, enfin, visuellement, c'est l'impression que, comme si on portait une charge légère dans la main, quoi, quand on est devant. En tout cas, c'est saisissant quand on arrive vraiment devant l'entrée. Et au niveau énergétique aussi, on ressent des choses. Voilà, le trilithe d'entrée du temple Tagrat, je vous ai parlé. Et ici, en bas à droite, on a le temple de Shkorba, qui serait le plus ancien de tous les temples de Malte. Voilà. Ensuite, quatrième jour, j'ai visité le site de Borgin avec deux grands blocs de pierre allongés devant. Et puis ensuite, plein de pierres éparpillées. Je pense qu'il a été détruit, hein, parce que il reste plus grand-chose de bien structuré à l'intérieur. Et en bas à droite, la grotte de Gardalam. C'est une grotte dans laquelle on a retrouvé, enfin, dans laquelle auraient été retrouvés des os d'hommes de Néandertal. Ça aurait été les plus anciens découverts.
Alors ensuite, cinquième jour, j'ai visité les temples tarsiens, l'hypogée Al-Saflieni et la cathédrale Saint-Paul. Voilà, donc ça c'est la façade avant de la cathédrale Saint-Paul, qui se trouve dans la ville de Mdina. Et d'ailleurs, avant que les chevaliers de Malte arrivent sur l'archipel, c'était la capitale de l'archipel, Mdina, avant que La Valette soit construite par les chevaliers de Malte. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Voilà, cathédrale Saint-Paul. Bon, je sais pas vraiment à chaque fois où placer ma fenêtre, hein, je fais de mon mieux. À côté, ici, on a le Triliton d'entrée des temples tarsiens. Il a été reconstruit, c'est très important. Vous allez comprendre par la suite. Ça pourrait, ça voudrait dire qu'il aurait pu être légèrement désaxé par rapport à son orientation d'origine. Voilà, Triliton, temple tarsien. Alors ici, j'ai pas montré des images de l'hypogée Al-Saflieni, puisque tout simplement, il est interdit de prendre des photos et des vidéos. Donc, j'avais pas mon téléphone sur moi, on me l'avait mis de côté. Mais je vous montrerai avec Google Earth, on peut voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Euh, alors, sixième jour de visite, je suis allé sur l'île de Gozo, donc l'île qui se trouve au nord de l'archipel. Et j'ai trouvé beaucoup de collines comme ça, vertes. C'est vraiment très joli, Gozo, hein. Au niveau du paysage, je trouve quand même qu'il y a un certain contraste entre les deux lieux. C'est très vert, là-bas, à Gozo. Et surtout, euh, en fait, je pense, alors là, c'est vraiment une hypothèse, une supposition, qu'en fait, ces collines sont artificielles. C'est pas des collines, mais des tumulus. Ils en parlent nulle part. Sur Internet, j'ai fait des recherches, j'en ai trouvé nulle part. Mais en fait, il y a certains éléments qui me laissent penser ça. Alors, voilà, justement, je me pose la question. Colline de Gozo, en haut à droite, naturelle ou artificielle? Et ici en bas à droite, le temple de Giantia, qui veut dire le temple des géants, en maltais. Et d'ailleurs, je vais vous partager une anecdote qui est assez intéressante et que j'ai pu aussi confirmer en la voyant dans le musée qui précède le temple, parce qu'en fait, il y a tout un parcours. On entre, hop, on paye notre ticket d'entrée. Ensuite, il y a tout un musée qui répertorie les découvertes qui ont été faites sur Malte, sur Gozo, pardon. Pas que au niveau du temple de Giantia, mais aussi à d'autres endroits que je vous présenterai plus tard, mais que j'ai pas visité lors de mon séjour. Et en fait, pendant le trajet, quand je suis arrivé au port de, de Gozo, j'ai oublié le nom, parce qu'en fait, on doit traverser ça en bateau, on peut pas y aller différemment. On peut pas y aller en avion, par exemple. Et ben, il y a une dame d'un certain âge, je lui donne 80-85 ans, qui s'est assise à côté de moi dans le bus. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y a des traditions assez fortes là-bas qui expliquent que tous les blocs de pierre qu'on voit actuellement ici ont été apportés par des géantes. Pas par des géants, mais des géantes, au féminin. Donc c'était des femmes qui portaient ces gros blocs de pierre pour tous les empiler les uns sur les autres. Et vous allez voir qu'il y en a qui pèsent plusieurs tonnes. C'est pour ça aussi qu'il a été nommé comme ça, parce que il est tellement imposant, tellement grand qu'on se dit que ça a pu servir qu'à des géants. Pourquoi l'homme aurait construit quelque chose de si grand, de si haut, de si monumental? Voilà, pour moi, c'était vraiment important de le mentionner, ça. Parce que c'est vraiment une femme qui a vécu toute sa vie à Gozo, hein, qui m'a dit ça. J'ai discuté avec elle, moi je suis quelqu'un qui est assez sociable, donc j'entame facilement la discussion avec n'importe qui. Ah voilà, alors autre phénomène qui est pour moi très important de mentionner, ce sont des trous percés dans la roche que j'ai trouvés à plusieurs endroits, mais qui étaient surtout marqués à Giantia. Parce que là, ces trous-là, en termes de circonférence, on n'est pas loin de 50 centimètres, hein. Et puis au niveau de la profondeur, à peu près équivalent. Vous voyez à quel point c'est grand et c'est gros. Là, regardez celui-là, il transperce carrément la pierre.
de part et d'autre. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que ça provoque aucune fissure. Donc il n'y a aucun dommage collatéraux. Et à cette époque, ils avaient que des outils en pierre, ils connaissaient même pas le métal. Ça fait partie des plus anciens temples au monde, hein, je vous rappelle. Et Antioche, je crois, le temple, il est daté de 3600 ans avant Jésus-Christ. 5600 ans en arrière, imaginez. Et celui-ci m'a particulièrement impressionné. Il est absolument énorme. Il est vraiment énorme et on voit rien à côté. Aucune fissure. Franchement, j'aimerais bien que quelqu'un, un archéologue expérimentateur, essaye de produire le même résultat sans produire aucune fissure, hein, comme ça avec des outils primitifs. Personnellement, je vois pas comment il pourrait faire. Plus tard, je suis allé, enfin, ça fait à peine une semaine que je suis rentré du Pérou. Et en fait, j'ai eu un guide qui m'accompagnait et à un moment donné, j'ai trouvé ce même genre de trou dans un des temples qui s'appelle le Coricancha. Et on dirait que c'est exactement les mêmes blocs qu'on a à l'époque moderne qui sont percés à travers une perceuse, hein. Enfin, qui sont créés à partir d'une perceuse. Quand je vois ça, je me dis, la dimension de la perceuse, elle était énorme, quoi. Même avec des outils modernes, je me dis, qu'est-ce qui pourrait correspondre? Enfin, franchement, j'en ai aucune idée. Si là, vous pouvez m'apporter des idées, j'en serais vraiment le plus content. Et là aussi, au sol, un gros trou. Et tout ça, au même endroit, hein, à Gantia. Voilà, moi, je veux bien être ouvert à plein de possibilités rationnelles par rapport aux outils anciens, mais là, pour l'instant, j'ai rien qui m'a convaincu. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Les archéologues essaient de comprendre quel a pu être l'objectif de ces trous, mais pourquoi ne se pose-t-il pas la question de savoir comment ils ont été creusés? Ça, c'est sûr, hein. Et actuellement, même s'ils essayent de comprendre l'objectif, ils l'ont toujours pas trouvé. Donc voilà, c'est très intriguant, en tout cas. Alors, un autre phénomène intéressant, ce sont des ouvertures, enfin des sortes de petits dolmens qui sont construits au fond. Je vais mettre mon écran ici. Ouais. Qu'on retrouve au fond des absides du temple. Alors vous verrez, enfin je vous recommande de revenir sur. Ah non, je vous ai pas montré en fait. Ça vient après. Ouais. Je vous montrerai plus tard une image aérienne des temples Gentiel, mais en fait, ça forme comme comme des trèfles. C'est c'est des temples en fait, il y a 5 absides pour le temple sud. Il y en a aussi 5 pour le temple nord, donc en fait, ouais, c'est ça. Ça fait deux demi-cercles. Ensuite, il y a eu un deuxième passage, deux demi-cercles et une abside qui ferme le passage. Ça forme un trèfle suivi de deux autres absides. Et tout au fond, dans l'abside du fond, il y a des niches comme ça. Et on se pose la question de leur objectif. Les archéologues n'ont pas encore trouvé de réponse à ça. En voici une autre. Bien sûr, toutes ces photos, je les ai prises moi-même, hein, avec mon téléphone. Vous voyez, Redmi Note 9i quad caméra, ça c'est mon téléphone. Et alors vous voyez cette signature, c'est que ça vient de moi. C'est pas des images que j'ai récupérées sur Internet. Et bonne chance pour trouver celle-ci, hein, sur Internet, si vous ne me croyez pas. Voilà, les archéologues cherchent encore à savoir quelles furent leurs fonctions. Ils ne connaissent pas le but, ces niches. Et puis, le dernier jour de visite a été incontestablement le meilleur. J'ai visité les temples d'Aghachim et de Naïdra. Voici la façade avant très imposante du temple d'Aghachim. Alors, ça a été reconstruit, puisqu'il a été détruit à travers diverses catastrophes climatiques. Je pense notamment à des tremblements de terre et puis d'autres choses. Donc, ce qui fait que c'est un peu trompeur, hein. Il n'a pas été découvert comme ça, le temple. Il a été reconstruit. Ensuite, juste en dessous, en bas, c'est le temple sud de Naïdra, que j'ai renommé le temple des saisons. Parce qu'en fait, il a la particularité
d'être orienté est, sur un axe est-ouest. Ce qui veut dire que le soleil, enfin, que 2 fois par an, lors des équinoxes, le soleil se lève dans l'axe de ce temple. C'est-à-dire le 21 mars et le 22 septembre, si je me trompe pas, pour les équinoxes de printemps et de septembre. Sachant que équinoxe veut dire durée égale de jour et de nuit. Équi, égal. C'est les deux seuls jours de l'année où il y a autant de jours que de nuits. 12 heures de jour pour 12 heures de nuit. Voilà. Et en plus, lors des solstices, le soleil se lève dans un axe bien précis, en diagonale, et ça vient toucher des autels à l'intérieur du temple. Et vous verrez ça en miniature après. Voilà, le musée des temples. Alors j'ai retrouvé encore une dalle avec ces espèces de spirales, qui est entourée aussi, qui est criblée de petits points. Il y a beaucoup de pierres qui sont dans ce cas-là. Et pareil, on ne sait pas pourquoi. Ça reste un mystère pour les archéologues. Dalle de pierre criblée de trous comportant 2 motifs en forme de spirale, retrouvée à Agafrim. Et donc voilà, ici, il y avait une maquette des temples de Naïdra qui avait été reconstituée. Et donc ici, on a le temple septentrional, temple nord, ici le temple méridional, et un petit temple en trèfle du côté nord-est. Et donc, ce temple de Naïdra, le temple sud, il est dans l'axe des équinoxes. Et puis les 2 flèches que vous voyez partir sur le côté représentent l'axe des solstices. En fait, ici, il y a une ouverture, c'est ce qu'on appelle une porte en hublot, parce que c'est une grande ouverture pour passer et qui est parfaitement orientée selon le lever du soleil lors d'un des 2 solstices. Je me rappelle plus lequel. Voilà. Reconstitution miniature des temples Naïdra. Les flèches rouges représentent la trajectoire de lever du soleil lors des solstices et des équinoxes par rapport au temple sud. Voilà. Ensuite, nous avons les portes en hublot d'Agarthin. Et ça, c'est pareil, un phénomène très intéressant à étudier. C'est vraiment des, des cavités qui ont été creusées dans la roche. C'est très étrange à voir, mais en tout cas, c'est le résultat qu'on peut observer. Et encore une fois, pas de fissure. Pas de dommages collatéraux, c'est d'origine, ça n'a pas été reconstitué. Et à droite, on a un semblant de double porte. Et ce phénomène de double porte, on le retrouve dans de nombreux endroits dans le monde entier. Je pense notamment au Coricancha, que j'ai visité, au Pérou, mais aussi à plein d'autres endroits. On retrouve un système de double porte, avec une première porte plus large et une seconde plus étroite. Bon, là, c'est la seule que j'ai trouvée sur tout Malte. Se situe au sein d'Agarthin. Et ces deux-là se font presque face, hein, elles sont légèrement décalées. Il y en a une qui est, voilà. Il y en a une qui est là et l'autre qui est là. Elles sont pas exactement face, mais elles se situent pas loin l'une de l'autre. Tout comme les immenses trous des temples Gyantia, les archéologues cherchent plus à comprendre leur fonction que la manière dont les bâtisseurs s'y sont pris pour creuser dans la roche sans y provoquer aucun dommage. Ouais. Ça, c'est une vraie question à se poser. Surtout compte tenu de leur maîtrise de la pierre à cette époque et des outils dont ils disposaient. Et donc, il n'y en a pas qu'à Agarim, il y en a aussi à Mnaïdra, comme vous pouvez le voir sur la droite. Plusieurs portes en hublot sculptées directement dans la roche. Ah bah ici, bah voilà, il y a une autre double porte. Donc j'ai parlé un peu trop vite, il y en a d'autres. Toujours avec des trous percés un peu partout. On croirait vraiment qu'ils ont utilisé une perceuse, hein. On comparerait un bloc moderne à celui-ci, on verrait la même chose. En bas à gauche, une autre ouverture, celle-ci parfaitement rectangulaire, c'est impressionnant. Et là, une autre qui a été cassée. Il y a la partie supérieure qui est manquante. On peut toujours voir en grande partie l'ouverture. Alors, aussi, il faut parler de ça.
Parce qu'en fait, tout autour d'Agarim, il y a d'immenses pierres qui bordent le temple. Et bien sûr, il faut les lever et il faut pouvoir les positionner comme ça. Ça s'est pas fait d'un claquement de doigts. C'est pas la nature qui s'est dit, tiens, on va les relever, on va utiliser notre super pouvoir. Non, c'est des gens qui s'y sont pris pour faire en sorte que ça donne ce résultat. Et ces blocs-là sont vraiment massifs, hein, plusieurs tonnes, hein, en termes de poids. Comment les anciens bâtisseurs s'y sont pris pour déplacer et lever ces immenses pierres avec les moyens dont ils disposaient à leur époque? Alors, en ce qui concerne les temples d'Agarthem et de Naïdra, je sais plus où se trouvent les carrières, si c'est proche ou si c'est loin. Donc, si c'est proche, peut-être bah, qu'ils ont pu déplacer facilement les blocs. Enfin, facilement, c'est relatif, hein. Mais voilà, c'est toujours plus simple quand c'est plus proche que quand c'est plus loin. Et donc, j'ai aussi trouvé des trous. Celui-ci qui est le plus gros, qui se trouve à Agarthem. Et lui, par contre, les archéologues ont réussi à savoir quelle était sa fonction. En fait, le fait qu'il soit taillé un peu en diagonale, c'est tronqué, on va dire, dans la roche. C'est pour laisser le rayon du soleil entrer et toucher une partie précise du temple. Ici à droite, c'est du côté de Mnaïdra. Alors là, j'ai un doute concernant le trou, s'il est volontaire ou s'il est naturel, puisque j'ai pu voir de nombreuses pierres qui étaient un peu érodées et qui avaient des trous dedans. Donc ça, c'est possible que ce soit l'usure du temps qui provoquait ça. Et enfin, autre chose, celui-ci est vraiment très intriguant. Un petit trou de forme trapézoïdale, un peu carré trapézoïdal, dans une des pierres de Mnaïdra. Tout comme à Gantia, d'énormes troncs ont été percés dans la roche de manière parfaite sans endommager le reste de la roche. Et puis enfin, voilà, je vais vous afficher d'autres choses dont les archéologues n'arrivent pas à s'expliquer. Alors ça, moi je l'ai appelé l'autel d'Agarthem, une pierre au centre entourée de trois menhirs. C'est pas vraiment ce que ça a bien pu servir. Mais en tout cas, j'ai pu voir la même chose du côté de Bougiba. Je vous montrerai ça plus tard. Une sorte d'autel en demi-cercle. Et ça pourrait être lié justement à la métrologie et aux distances. Ici à droite, on a un objet très étrange, pareil criblé de trous. Alors est-ce que c'est pour aérer la pierre, comme on ferait pour percer les aliments quand on les fait cuire? Et puis ici, une sorte de tabouret en pierre. Enfin, je l'interprète de cette façon, parce qu'il est tout petit, hein. Ici, on a l'impression que c'est grand, mais c'est petit. L'image d'en haut à gauche affiche trois menhirs entourant une pierre centrale, ce qui pourrait s'apparenter à un autel, comme je vous expliquais. L'image d'en bas pourrait représenter une sorte de tabouret pour s'asseoir. Et enfin, l'image de droite affiche un objet à la fonction complètement inconnue. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce diaporama. Je vais vous expliquer l'histoire géologique et humaine de l'archipel. Alors, avant de devenir un lieu isolé au milieu de la mer Méditerranée, l'archipel de Malte était relié à la Sicile par un bras de terre entre 118 000 entre 118 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment récemment que, depuis la dernière période glaciaire, pour être vraiment complet, que la Sicile et Malte ont formé deux terres indépendantes. Et d'ailleurs, euh, l'archipel était aussi relié au sud de l'Italie. Des os d'hommes de Néandertal auraient été découverts dans la grotte de Gardaland. Donc voilà, je vous l'avais expliqué ça tout à l'heure. Et ça, c'est des affiches explicatives présentes dans le musée de la grotte de Gardaland que j'ai visité, que j'ai pris en photo, expliquant justement comment tout ça s'est constitué avec l'âge de glace, le Pléistocène. Et donc voilà, ils disent que les plus anciennes traces de présence humaine confirmées re- nous font remonter au néolithique il y a environ 7500 ans, qu'au moment de la construction des temples
de Taglat et de Shkorba. Une autre photo, cette fois-ci, qui vous montre que, effectivement, la classification et la datation des époques faites à Malte est purement liée à la poterie et à la céramique. La préhistoire maltaise est basée principalement sur sa poterie. La poterie la plus primitive documentée des îles de Malte fut à l'origine récupérée des grottes de Gardalam et par conséquent connue comme la phase de poterie de Gardalam, comme elle contient une décoration géométrique incisée. Après là, j'ai un peu du mal à traduire ce qui est écrit. Et donc ces poteries remontent à 5200 ans avant Jésus-Christ. Ce type de poterie ressemble de près à celle qui fut trouvée à Stantinello en Sicile. Donc voilà, pour y avoir un rapprochement entre les deux. Et donc la chronologie préhistorique, et ça c'est très important, est basée sur une datation au radiocarbone de poterie corrigée selon l'arbre peint Bristocène, enfin la calibration au Bristocène. Voilà. Mais ça voudrait dire qu'ils étaient là avant, parce que les temples, contrairement à Karnak, comme je vous ai dit, il n'y a pas de charbon. Donc ils n'ont pas pu récupérer des matériaux organiques sous le temple. Et je pense personnellement qu'effectivement, ils sont beaucoup plus anciens. Voici les outils dont ils bénéficiaient, donc que des outils à base d'os ou de pierre, des silex, puis des objets tranchants. Ils possèdent aussi quelques amulettes. Alors voici une carte géologique de l'archipel maintenant, avec les différents sols qui s'y trouvent. Mais bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ah voilà. Alors ça c'est très important, nous allons parler des dates clés de l'histoire maltaise. En fond, j'ai représenté le fort Saint-Elmo, qui est le premier fort à avoir été colonisé par les chevaliers de Malte lors de leur arrivée. Alors, là où les civilisations qui ont construit les temples mégalithiques maltais ont disparu sans laisser de traces vers 2000 avant Jésus-Christ. Entre 780 et 480 avant Jésus-Christ, l'archipel aurait été occupé par les Phéniciens, qui ont notamment construit un temple, maintenant disparu en l'honneur d'une de leurs divinités, à l'emplacement actuel du fort Saint-Angelo. Alors, en fait, ça c'est le fort Saint-Angelo, hein, c'est pas le fort Saint-Elmo, je me suis trompé. Et donc là, à cet emplacement, avant se trouvait un temple phénicien. Entre 480 et 218 avant Jésus-Christ, les Carthaginois, ou Puniques, auraient peuplé l'archipel et auraient laissé certaines sépultures, notamment du côté de Shemshia. Il y a beaucoup de tombes puniques, et puis aussi vers Rassiwardija, sur l'île de Gozo. Entre 218 avant Jésus-Christ et 395 après Jésus-Christ, c'est au tour de l'Empire romain de prendre possession de l'archipel. Ils ont notamment construit un ensemble de demeures du côté des villes de Shemshia et de Mdina. C'est aussi à cette époque que le christianisme arrive dans l'archipel et que les habitants sont initiés au latin. Voilà, c'est à ce moment-là où vraiment la religion va s'insérer dans ce peuple et qui est très prégnante, hein. Franchement, je vous le dis, même si j'y suis resté qu'une semaine là-bas, les gens ils sont très croyants, très liés au christianisme surtout. Entre 395 et 455, l'Empire romain cède cette terre à leur homologue d'Orient, parce qu'il y a l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Entre 455 et 1530, qui est l'arrivée de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mieux connu sous le nom des Chevaliers de Malte, l'archipel fut occupé peu de temps par différents groupes. D'abord entre 455 et 533 par un peuple barbare, c'est-à-dire un peuple ne parlant pas le latin, dont l'identité est inconnue. Ensuite, entre 533 et 870, par les Byzantins, qui ont notamment occupé la Grèce. Ensuite, entre 870 et 1091, l'archipel a été occupé par les Arabes. Ensuite, entre 1091 et 1194, ce sont les Normands qui ont pris possession de l'archipel. Alors, les Normands, ça peut vouloir aussi désigner
des peuples du nord de la Scandinavie, et donc les Vikings, parce qu'on en est un peu vers cette période-là. Et entre 1194 et 1530, différents groupes appartenant au Saint-Empire romain germanique. Ensuite, entre 1530 et 1798, on a eu la longue occupation du territoire par les chevaliers de Malte, aussi appelés hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Je reviendrai un peu sur leur histoire plus tard. Entre 1798 et 1800, on a une période de transition au cours de laquelle les troupes de Napoléon occupent l'archipel. En fait, c'est Napoléon qui a envahi euh, qui a envahi Malte, mais ils vont pas garder longtemps l'archipel parce qu'il n'avait pas de vraie valeur pour eux. Et ils l'ont donc cédé à la couronne britannique en 1800, qui vont conserver jusqu'à 1964, date de l'indépendance du pays. Voilà, maintenant que j'ai effectué un gros panorama historique, nous allons passer au site mégalithique. La photo que vous voyez ici, c'est une capture d'écran que j'ai faite depuis le logiciel Google Earth, qui recense tous les temples, tous les dolmens, tous les menhirs que j'ai pu retrouver sur Google Earth. Il y en a d'autres qui sont admis, mais qui sont un peu ambigus, dans le sens que ça peut être aussi des constructions naturelles. Et donc j'ai décidé de ne pas les intégrer dans cette présentation. Tous les, euh, comment dire, toutes les épingles jaunes correspondent à des temples en ruine, en partie. Et je veux dire que ça correspond à des édifices secondaires. Et les rouges, des édifices primaires, des édifices majeurs. Donc l'île du Haut, c'est l'île de Gozo, dont je vous ai parlé avant. Et l'île du Bas, l'île de Malte. Donc voilà, simplement pour que vous sachiez, il faut pas parler d'île de Malte, mais d'archipel de Malte, puisqu'il y a plusieurs îles qui s'y intègrent. Et au centre, on a une petite île qui s'appelle Comino. Mais il y en aurait aussi d'autres toutes petites, mais qui ne sont pas habitées. Je crois au total, il doit y avoir 7 îles dans l'archipel. Et elles sont vraiment pas visibles tellement elles sont toutes petites. En tout cas, les trois principales, Malte au sud, Comino au milieu, et puis Gozo au nord. Donc maintenant, nous allons faire l'inventaire des temples. Et là, cette fois-ci, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Donc en rouge, ce sont les temples qui sont en assez bon état de conservation. Et en jaune, euh, tout ce que j'ai représenté avec des épingles jaunes, ce sont des temples en ruine ou les endroits où des recherches archéologiques vastes doivent encore être menées. Donc sur l'île de Malte, j'ai pu compter 14 temples, dont 10 encore en bon état. Et sur l'île de Gozo, 4 temples, dont un encore en bon état. Donc voilà, légende, j'expliquais. Épingle rouge, temple en bon état. Épingle jaune, temple en ruine. Alors, je vais vous montrer une vue aérienne des temples que je n'ai pas visités cette fois-ci. En bas à gauche, nous avons les temples de Cordine 3, qui ont été fortement endommagés lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque Malte a été bombardée pendant cette période. Elle-même n'a pas été épargnée. Ici, nous avons un temple en forme de trèfle, et ici, nous en avons un autre qui semblerait être aussi en forme de trèfle. Mais ils ont une certaine importance, je vous montrerai plus tard. La photo qui est ici est une capture d'écran que j'ai faite depuis Google Earth. À côté, nous avons le temple de Bougiba, temple Bougiba, qui est intégré dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dolmen. Voilà, ils sont pas très foulés sur ce coup-là. Tout ce qui reste, c'est cette espèce de d'enceinte semi-circulaire avec un petit hôtel que vous voyez ici au fond et qui ressemble beaucoup à celui d'Agarthin. Vous verrez que je pense qu'il y a un rôle similaire à jouer pour les deux.
Et ce dolmen, pareil, a une importance majeure. Vous le verrez par la suite. Et dans le musée d'archéologie de La Valette, il se trouve qu'il y a un linteau qui est exposé, comprenant de magnifiques motifs en forme de spirale. Et c'est de cette manière que j'étais intéressé à dénicher ce site. Finalement, je l'ai trouvé que beaucoup plus tard. Voilà, se trouve au sein d'un hôtel. Alors, je tiens à préciser que je pense scinder cet exposé en deux vidéos différentes, parce que souvent je fais des vidéos trop longues, parce que j'adore parler. Et que comme je suis long et que j'aime bien expliquer les choses de façon claire, donc je prends vraiment mon temps pour parler. Je me précipite pas. Chaque mot est conscient. Chaque chose que j'exprime actuellement ne sont pas dues au stress, mais vraiment réfléchies. Et quand je sens que je me trompe, je me rectifie tout de suite après. Je suis très perfectionniste. Voilà, donc ça c'est les deux premiers temples que je voulais vous montrer. Ensuite, en bas à gauche, on a ce qu'on appelle le complexe archéologique de Tassil, qui est très étendu. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé ici concernant ce site, c'est qu'il y a beaucoup de parcelles de terrain qui sont rectangulaires. Et vous vous rappelez du moulage qu'on a vu, qui était exposé au musée national de la Valette, qui présentait des structures exactement comme celle-ci. Et je pense qu'à mon avis, à cet endroit devait se trouver le plus ancien des sites archéologiques de Malte. Mais c'est mon propre avis. Donc, complexe archéologique Tassilg, et donc, ouais, je mets bien en valeur observer les parties rectangulaires. Et à droite, nous avons le temple de Talcadi, tout petit temple en forme de trèfle, qui est une importance majeure, vous le verrez par la suite, qui est orienté nord-est. Et il y a une pierre qui est exposée au musée national, qui a été trouvée à côté de ce temple en trèfle et qui sont en lien avec l'astronomie. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il est orienté environ nord-est, sur un axe nord-est, ce temple. Temple Talcadi. Voilà. Nous allons maintenant passer aux menhirs. Alors, ils sont vraiment très peu nombreux sur l'archipel. On en a trois majeurs à Malte. Le menhir Skorba, qui est le plus grand menhir de l'île. Le menhir situé dans la ville de Kirkop, qui à l'origine s'appelait Is-Salib. Et puis un troisième menhir qui se trouve dans le quartier de Tamarmora. Et lui, je vous expliquerai plus tard, il est particulier. Enfin, sur l'île de Gozo, on a principalement un menhir, le menhir d'Agra Wikfa, qui est très grand. Et puis aussi, je l'ai considéré parmi les menhirs, mais en réalité, c'est une grande pierre qui a été posée au sol, qui pourrait un peu faire penser à un dolmen sous certains angles, qui s'appelle Agra Sansuna. Et justement, cette pierre crée un lien avec ces collines dont je vous ai parlé, qui est très intéressant. Donc sur l'île de Malte, on a trois menhirs, dont deux isolés, puisque le menhir Shkorba se situe à l'avant du temple de Shkorba. Et sur l'île de Gozo, deux menhirs, ouais, voilà, approximativement. Alors je vais vous montrer en photo à quoi ressemblent ces menhirs. Donc le premier ici, en bas à gauche, c'est une capture d'écran de Google Earth. C'est le menhir Kirkop. Il mesure environ, je crois, 3,80 m de haut, 2,80 m. Je vérifierai, hein. Je suis pas très sûr de la taille, mais il est très grand. Ça, je peux vous l'assurer. Ici, nous avons le menhir de Tamarmora, que la photo que vous voyez ici est aussi extrait de Google Earth. Et enfin, le troisième menhir à droite, le menhir Shkorba, qui est le plus ancien, je pense, des trois. Maintenant, nous allons passer aux deux menhirs de Gozo. Le fameux menhir à Grawikfa dont je vous ai parlé, qui fait 3,50 m, je crois, de haut.
D'après la légende, c'est une géante qui l'aurait apporté avec ses mains en même temps de porter son enfant dans son dos depuis la falaise Takeng située à l'autre bout de l'île. Et voilà, donc là il y a ces dimensions. 1,7 mètres de diamètre et 3 mètres 900 de haut, pratiquement 4 mètres de haut. Imaginez un peu la taille, hein. C'est immense. Et quand on voit la circonférence, effectivement c'est un géant qui l'a apporté. En l'occurrence une géante. Mais encore une fois, c'est en rapport avec des femmes. Comme quoi, ça pourrait mettre en valeur les femmes, le fait de présenter tout ça en même temps. Je suis pas féministe, mais je suis quand même dans l'objectif de l'égalité et de la parité pour chacun. Donc voilà. À cette époque ancienne, les hommes n'étaient pas forcément que les plus forts, les plus euh, ceux qui construisaient les monuments, quoi. Il pouvait y avoir aussi des femmes. Euh, voilà pour ce qui est de ce menhir, et je voulais aussi rajouter, très important. J'ai remarqué qu'en fait, euh, ce menhir crée un lien avec deux dolmens qui se trouvent sur la falaise Takenk. Et justement, la légende explique que la personne venait de cette falaise. Donc ça voudrait peut-être dire que les deux dolmens ont été construits par cette même femme qui a amené ce menhir ici. Mm. Alors juste en dessous, voilà notre fameuse immense pierre, vraiment immense. Regardez un peu les dimensions. Alors, comme je vous ai dit, ça pourrait être un dolmen parce qu'il y a une autre pierre qui a été disposée en dessous. Mais franchement, j'hésite, hein. J'hésite vraiment à le considérer comme un dolmen. Mais en tout cas, c'est appelé Agra Samsuna. La légende raconte que c'est une géante qui l'a porté. Bah tiens, quelle surprise. 4 mètres de long, hein. 4 mètres de long. Euh, voilà, et justement, je précisais, la pierre Samsuna peut aussi être considérée comme un dolmen. Je sais pas trop dans quelle catégorie l'intégrer. Et donc nous allons maintenant passer au dolmen. J'en ai recensé quatre, à peu près tous situés au même endroit sur l'île de Gozo, et trois sur l'île de Malte. Quatre, pardon, parce que à Mosta, il y a deux dolmens qui sont côte à côte. Donc, quatre dolmens sur l'île de Malte, les deux dolmens Mosta, le dolmen Tamut et le dolmen Nissun Jura. Je tiens à préciser qu'avant, il y avait environ quatre autres dolmens en plus de celui que j'ai recensé ici à Tiamut. Mais ils ont tous été détruits. J'en ai trouvé aucune trace sur Google. Sur l'île de Gozo, 4 dolmens, et ils sont tous placés au même endroit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vue satellite. Donc là, les deux dolmens de Mostar, en bas à droite, le plus petit, et ici, le plus gros. Ensuite, le dolmen Tamut. On repère bien les deux petits orthostates ici et le linteau à côté. Et donc, il y avait quatre ou cinq dolmens à l'origine à cet endroit. Et enfin, celui-ci, je l'ai découvert beaucoup plus récemment. Je l'avais déjà vu mentionné sur Internet, mais j'arrivais pas à le trouver. Et finalement, j'ai réussi à le déceler. En fait, j'ai été induit en erreur par la cabane qui se situe juste au-dessus. Forcément, les gens qui ont voulu construire ça en ont profité. Ils ont vu que c'était du solide, donc ils ont bâti une cabane en briques par-dessus. Mais il faut bien en prendre en compte la structure qui est en dessous. Et si on est à l'entrée du dolmen, et là, la grande dalle de couverture. C'est le plus grand dolmen de tout l'archipel. Si on exclut bien sûr la pierre Agra Samsuna. Dolmen isolé surmonté d'une cabane en briques qui fut construite bien plus tard sur son linteau. Voilà. Alors, les quatre dolmens de Gozo maintenant, toutes vues par satellite. Alors celui-ci, je vous avoue que j'ai du mal à me pencher pour savoir si c'est vraiment un dolmen ou pas.
difficile à dire. Ce serait le dolmen Id Dora. Ici, en bas à droite, je suis pratiquement sûr que c'est un dolmen. On voit bien la dalle de couverture et les deux orthostates. Et en plus, j'ai un site internet, si vous voulez, je vous le partagerai en description de la vidéo, sur lequel en fait on a les coordonnées latitude, longitude de chaque dolmen, de chaque menhir, de chaque temple, avec précision. Et c'est ce qui m'a permis de le trouver. Sinon, je l'aurais pas trouvé. Je l'ai nommé dolmen inconnu, pas vraiment de nom. Et enfin, là, côte à côte, on a deux dolmens. On a celui-ci, qui est assez bien visible, et puis un petit, qui est juste là. Je les ai appelés dolmen Takenk 1 et 2. Et vous allez voir que, voilà, je vous les entoure en noir pour que vous puissiez bien les voir. Et puis, donc, j'ai précisé vérifier si la structure d'en haut à droite est bien donnée. Je vais réduire la fenêtre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Hop. Alors, nous allons étudier maintenant les relations mathématiques et géométriques entre ces structures. Mais avant ça, il faut que j'explicite un peu mieux tout ça. Pour comprendre ce que signifie une relation mathématique et géométrique entre deux structures, il faut se référer à l'astrogéométrie. Alors justement, qu'est-ce que l'astrogéométrie? C'est une science holistique de l'espace et du temps qui regroupe quatre sciences: la géométrie, le déploiement des nombres dans l'espace; la musique, le déploiement des nombres dans le temps; les mathématiques, le déploiement des nombres entre eux; et l'astronomie, le déploiement des nombres dans l'espace et dans le temps. On l'appelle aussi sous le nom de quadrivium. Cette science avait été nommée quadrivium, quatre voix, par le poète Boès, et s'insère dans les sept arts libéraux qui regroupent le trivium, qui est trois disciplines littéraires: la grammaire, la dialectique et la rhétorique, qu'on pourrait appeler la science du langage ou la science des lettres, et le quadrivium qui est la science des nombres. Et d'ailleurs, je vous renvoie une vidéo de Éric Charpentier, qui a fait sur Nurea TV récemment, qui aborde très bien ce sujet du quadrivium et du trivium. Et j'ai quelques idées pour un peu plus approfondir et amener vers d'autres pistes qui sont assez intéressantes. Mais quel rapport avec nos structures mégalithiques et nos édifices religieux, me direz-vous? Effectivement. Eh bien, certains chercheurs indépendants, je vous donnerai leur nom un peu après, se sont rendus compte que les anciennes civilisations qui ont construit tous ces temples, menhirs et dolmens, éparpillés aux quatre coins du globe, les disposaient ensemble dans un immense maillage comprenant l'usage des triangles de Pythagore et des notions mathématiques d'Euclide. Il faut savoir que Euclide, c'est à la base d'une grande partie des équations mathématiques actuelles et surtout de la manière dont on conçoit le point, les lignes et les formes géométriques. Et puis les triangles de Pythagore, c'est les triangles 3, 4, 5, 5, 12, 13, etc. Je vous présenterai ça plus en détail par la suite. Ils ont également pris conscience que des unités de mesure bien spécifiques ont été employées pour espacer ces monuments de pierre les uns par rapport aux autres: le mètre, la coudée royale égyptienne, le yard mégalithique et le pied anglais, pour ne citer que les plus répandus, parce que j'en ai trouvé beaucoup. Alors, ok, bon ici j'ai pas tout fait un par un, c'est pas grave. Les plus attentifs parmi vous me rétorqueront alors: mais le maître et le pied anglais ne sont apparus que bien plus tard. En effet, selon l'histoire officielle, le pied anglais a fait son apparition au cours du Moyen Âge, en 1066, et le maître est arrivé quand Napoléon en a fait l'annonce publique lors de son retour d'expédition en Égypte en 1791. Certaines sources affirment qu'il aurait passé une nuit dans la Grande Pyramide. Pour ce qui est de la coudée royale égyptienne, il y a encore aujourd'hui un gros débat parmi les archéologues pour savoir si les Égyptiens auraient possédé une unité de mesure précise ou pas, puisque la règle graduée retrouvée était mesurée entre 52,3 et 52,5 cm. D'autres bâtons gradués de tailles différentes ont aussi été découverts. Voilà. Et ça, ce sont des faits, donc j'ai même pas besoin de m'exprimer au conditionnel. On peut retrouver ces informations assez facilement sur Internet. Alors pourquoi j'ai expliqué que certaines sources affirment qu'il aurait passé une nuit dans la Grande Pyramide?
Parce qu'en fait, certaines personnes disent qu'elles reçoivent des informations quand elles sont dans la Grande Pyramide. Et donc c'est possible qu'au cours de sa nuit passée là-bas, on aurait pu lui transmettre cette connaissance. Et qu'après, il a simplement rendu public en la dévoilant au grand public. C'est une possibilité, mais il se trouve aussi que le maître aurait été présent dans les cathédrales, les églises du Moyen Âge. Dans ce cas-là, ça voudrait dire ça a été tenu secret pendant longtemps, et que ça a été révélé au grand jour que depuis très peu, depuis 2 siècles, hein, tout juste, hein. Le maître, c'est vraiment récent. Néanmoins, en mesurant les dimensions de pyramides et de temples égyptiens, de nombreux chercheurs indépendants se sont rendus compte qu'une valeur de 52,36 centimètres revenait de façon récurrente. Et j'apporterai même une précision ici en disant que euh, des égyptologues alternatifs ont mesuré l'intérieur de la chambre du roi de la Grande Pyramide et ils sont arrivés à cette valeur de 52,35, 52,36 centimètres pour la largeur. Et donc 2 fois sa largeur pour le grand côté, ce qui ferait euh, l'équivalent d'un rectangle de 1/2, ce qu'on appelle un dicarré, et ce qui est aussi l'équivalent d'une octave en musique, qui est 2 divisé par 1. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Alors, pour comprendre cette valeur de 52,36 centimètres, il faut savoir comment on calcule une unité de mesure. Pour ce faire, on mesure toutes les parties d'une structure donnée et on divise les valeurs obtenues par des nombres entiers. Si un nombre apparaît à plusieurs reprises, cela signifie qu'il peut être notre unité de mesure. Pour bien comprendre la démarche, je vais l'illustrer par un exemple. Voilà un exemple théorique. Une équipe archéologique déterre une cité antique et prend les mesures de chaque côté de la structure. Voici les nombres qui apparaissent. 3 mètres de long. Bien sûr, tout ça, ce sont des exemples, hein. 1,5 mètre de large, 4,5 mètres de haut et 6 mètres à l'extérieur. Ici, notre unité de mesure est probablement 1,5 mètre. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, si on divise 3 par 2, ça fait 1,5. Si on divise 4,5 par 3, ça fait 1,5. Et si on divise 6 par 4, ça nous donne aussi 1,5. Donc ici, un peu pour illustrer ce que j'ai expliqué dans le diaporama précédent, on divise par un nombre entier à chaque fois, 2, 3 et 4, et on obtient 1,5. Et donc c'est pour ça qu'on peut émettre l'hypothèse, qu'on peut en déduire plutôt, que notre unité de mesure est 1,5 mètre en ce qui concerne cette structure. Et ils ont procédé la même chose. Voilà, exemple concret, la chambre du roi de la Grande Pyramide. 5,236 coudées de large sur 10,472 coudées de long. On a 7,854 coudées dans la diagonale hauteur-largeur. Et donc, quand on divise 5,236 par 10, on a 52,36. Quand on divise 7,854 par 15, on a 52,36, ce qui équivaut à 15 coudées, ce qui est représenté dans le schéma à cet endroit. Quand on divise 10,472 par 20, on a 52,36, donc 20 coudées de long. Et enfin, alors 13,09 qu'on divise par 25, qui fait 52,36. Alors je sais pas d'où est issu ce 32,05. Je crois que c'est pour la hauteur ici. Mais de manière assez intrigante, je ne retrouve pas la hauteur. Bon, bref. Le triangle rectangle formé par la longueur de la base par rapport aux diagonales hauteur-longueur et hauteur-largeur est un triangle de Pythagore que l'on appelle 3, 4, 5. Et parce que ici, en fait, 15, 20, 25, quand on fait 15 au carré plus 20 au carré, on obtient 25 au carré. Et le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle est de 2 sur 1, soit le rapport géométrique d'un double carré. Nous allons y venir juste après. Alors, concernant le yard mégalithique, il faut savoir que c'est une unité de mesure qui aurait été employée dans la construction des monuments mégalithiques, et plus particulièrement des cercles de pierre, qu'on appelle aussi cromlech.
et qui a été calculé de façon statistique par le professeur d'université Alexander Thom en faisant des relevés de mesure sur une centaine de cromlechs en Grande-Bretagne. Il a compilé les résultats de ses recherches dans son premier ouvrage Megalithic Sites in Britain, écrit en 1967. Il explique également dans ce même ouvrage qu'il procéda à des analyses d'orientation de monuments, ce qu'on appelle des azimuts, et qu'il se rendit compte qu'ils étaient corrélés au lever et coucher du soleil et de la lune lors des solstices et des équinoxes. Cela lui permit d'établir ce qu'il a appelé un calendrier mégalithique de 16 mois, basé sur ces phénomènes astronomiques. Dans ses deux seuls autres ouvrages, Megalithic Lunar Observatories, écrit en 71, et Megalithic Remains in Britain and Brittany, écrit en 1978. Alors, Britain, c'est Grande-Bretagne et Brittany, c'est la Bretagne française. Il affirme que les anciennes structures mégalithiques sont aussi placées selon des critères géographiques bien précis, tels que la latitude et la longitude, et que même les menhirs sont à prendre en compte dans ces observations. Il étendit aussi ses recherches sur le site de Carnac en Bretagne, qui lui permit de confirmer avec exactitude les résultats obtenus en Grande-Bretagne. Donc voilà d'où est issu le yarn mégalithique. C'est en faisant ces calculs. De nombreuses années plus tard, le chercheur indépendant Howard Crowhurst, natif du Pays de Galles, a pu confirmer à nouveau les résultats obtenus par le professeur Thom en venant y apporter de nouveaux éléments. En effet, il a découvert que les azimuts des monuments mégalithiques correspondent à la diagonale d'un triangle remarquable de Pythagore. À voir plus tard. Il donna un nom à ce phénomène, l'astrogéométrie, un événement astronomique qui engendre une forme géométrique. Mais il y a plus à tout cela. Ah, bon, là, j'ai pas fait par partie. Bon, je vais un peu cacher ça. Comme ça, au moins, vous allez le découvrir après. Grâce à l'apparition du logiciel Google Earth, Monsieur Crowhurst a pu poursuivre ses orientations astrogéométriques pour de nombreux sites anciens du monde entier. La cité d'Our en Irak, Karnak en Égypte, la chaussée processionnaire qui relie le temple de la vallée à la pyramide médiane, appelée pyramide de Képhren par les égyptologues, sur le plateau de Gizeh, etc. Et constater la résurgence des mêmes résultats. Une corrélation entre l'orientation d'un monument, un phénomène astronomique et une forme géométrique particulière. Toujours en s'appuyant sur Google Earth, Monsieur Crowhurst s'est aussi rendu compte d'un phénomène encore plus intéressant et impressionnant. En traçant des lignes entre les sites mégalithiques, il a pu retrouver les valeurs du yarn mégalithique et de la coudée royale égyptienne. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Alexander Thom, il avait simplement trouvé cette valeur du yarn mégalithique dans les dimensions internes des structures, en mesurant la largeur, la longueur, la périphérie, le diamètre, euh, le périmètre de ces cercles, qu'il en avait déduit cette valeur de 82,90 cm. Mais lui, Howard Crowhurst, il s'est rendu compte que ça allait plus loin que ça, qu'en réalité, chaque site mégalithique, on va dire la plupart des sites mégalithiques étaient reliés entre eux. Et que justement, il y avait l'emploi assez régulier de, du yarn mégalithique, qui a donc été découvert à travers la méthode que je vous ai montrée avant. On prend tout un tas de données, on divise par des nombres entiers, et puis on regarde le résultat que ça donne. Et ça fournit notre unité de mesure. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais préciser. Cela laisserait supposer d'une part que les peuples mégalithiques connaissaient la coudée royale avant les Égyptiens, et d'autre part qu'en plus d'apporter une exigence sur l'orientation des monuments, les anciennes civilisations à l'origine du positionnement des sites mégalithiques les ont disposés les uns par rapport aux autres sur de très grandes distances et avec grande précision. Donc ici, il faut prendre en compte aussi le fait que cette valeur de 52,36 qui nous viendrait d'Égypte serait en fait beaucoup plus ancienne. Et donc que potentiellement, ces mégalithes aient été construits par la même civilisation qui a construit les pyramides. Voilà, je vous laisse à cette réflexion. Il a rassemblé les résultats de ses nombreuses années de recherche en Bretagne et au Royaume-Uni dans plusieurs livres. Le premier mégalithe principe de la première architecture monumentale du monde que j'ai acheté, et c'est d'ailleurs ce qui m'a mené tout droit vers le travail que je vais vous montrer maintenant, et c'est pour ça que je fais cette introduction, parce qu'en réalité c'est grâce à Howard Crowhurst que j'en suis venu à comprendre le monde mégalithique sous un angle différent, et bien plus passionnant, je dirais.
Alors, il a écrit d'autres livres comme Karnak, la science des anciens, en 2 tomes, et enfin, Le grand plan mégalithique, qui est sorti il y a pas longtemps, en français. Ouais, disponible en français depuis peu. Pour finir, il ajusta la valeur du yarn mégalithique à 82,944 centimètres contre 82,90 centimètres pour le professeur Tom. Il se trouve qu'effectivement, cette valeur de 82,94 est plus juste. J'ai pu l'observer, j'ai pu le constater de mon côté, enfin, serait plus juste. Marcus, on peut le conditionner. Serait plus juste entre ces différentes structures. Et pour finir, bon là je l'ai pas écrit ici puisque c'est tout récent, il a sorti un film qui s'appelle Mégalithe, un monde oublié. Enfin plutôt, il a été traduit en français sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Epistéméa. Je pense que je laisserai le lien en filmographie. Comme ça au moins vous pourrez retrouver facilement la chaîne YouTube et le film afin que vous puissiez le visionner parce qu'il n'y a pas mieux que ça pour comprendre les principes que je vais exposer dans un instant dans les diapos suivantes. Alors, après lui, quelques autres chercheurs indépendants, comme Quentin Leplat, Éric Charpentier ou Alan Beckett, se sont inspirés de ces travaux pour les appliquer dans le secteur où ils vivent. Ainsi, ils confirmèrent les travaux d'Howard Crowers tout en l'étoffant eux aussi de nouveaux éléments. Et d'ailleurs, ils ont tous fait des vidéos enfin, ils ont tous fait des interviews, des interventions sur Nurea TV. Donc, je vous conseille d'aller voir cette chaîne YouTube. Et là, vous allez vraiment avoir toutes les informations possibles, euh, je dirais les plus complètes qu'il soit possible d'avoir sur Internet. En plus de leurs livres, hein, que je vous conseille bien sûr d'acheter. Il n'y a rien de mieux que ça pour comprendre. Quentin Leplat, par exemple, s'est occupé d'approfondir les raisons qui auraient poussé les anciennes civilisations à choisir à choisir des unités de mesure particulières plutôt que d'autres. C'est ce qu'on appelle la métrologie, l'étude des unités de mesure. Il s'est alors rendu compte que les unités de mesure étaient reliées les unes par rapport aux autres et qu'elles exprimaient les dimensions de la Terre. En outre, il a découvert la présence du maître dans de nombreux sites mégalithiques et édifices religieux anciens. Ce qui voudrait dire que des architectes connaissaient cette unité de mesure, mais qu'ils la gardaient secrète. Ça, c'est déjà assez incroyable, rien que le fait d'y penser. Et ce n'est pas fini. Monsieur Leplat a écrit des articles sur son site internet, dont j'ai laissé le lien ici, Message de la nuit des temps. Il a aussi réalisé des vidéos sur sa chaîne YouTube et a même écrit un livre qui s'appelle Le Yarn mégalithique, la mesure secrète des anciens, à travers lesquels il explique que le yarn mégalithique peut être mis en relation avec d'autres unités de mesure anciennes, dont le mètre, la coudée royale égyptienne et la coudée de Nippur, mesure la plus ancienne retrouvée jusqu'à maintenant par les archéologues, du côté de la Mésopotamie, parce que Nippur, c'est une ancienne ville sumérienne, si vous ne le savez pas. Il intègre aussi le nombre d'or dans ses calculs. Voici quelques calculs intéressants à faire entre les unités de mesure. Si l'on dessine un cercle d'1 mètre de diamètre et que l'on décompose ce cercle en 6 parties égales, 1/6 de ce cercle vaut 0,5236 mètres et les 5/6 restants valent le nombre d'or au carré, à savoir 2,618 mètres. Sa circonférence vaut alors pi. Voilà une manière de relier chacune de ces unités de mesure. Et moi qui suis justement dans une méthode pour créer une connexion entre chaque chose, et ben même dans les unités de mesure, on se rend compte que tout est connecté. Si l'on multiplie 52,36 cm par 5, converti en mètres, on obtient le nombre d'or au carré. Et si l'on le multiplie par 6, on obtient pi. Donc une autre manière finalement de confirmer cette valeur de 52,36 cm, enfin 52 cm 36 mm pour la coudée royale égyptienne. Quand on voit que ça crée des relations parfaites avec d'autres nombres aussi importants que peuvent l'être des nombres irrationnels comme le nombre d'or et le nombre pi, je trouve que c'est bien de le mettre en avant. On va dire que pour moi, c'est suffisamment convaincant pour prouver que ça a été une unité de mesure employée par les anciennes civilisations. 5,236 mètres est le périmètre d'un rectangle de 2 sur 1 exprimé en mètres. Donc voilà, on retrouve encore une fois de manière différente. Puisqu'en fait, euh, si notre rectangle vaut 1 de largeur, il vaut 2 de longueur.
et sa diagonale vaut racine de 5. Or, la valeur approximative, ou approximée, de la racine de 5, c'est 2,236. Or, 2 plus 1 plus 2,236 est égal à 5,236. Alors là, je vais vous montrer quelques découvertes que j'ai faites de mon côté, donc c'est exclusif. Je pense pas que quelqu'un d'autre ait effectué ces relations. Alors, il se trouve qu'il existe une valeur de pied égyptien qui vaut 30 centimètres et 2 millimètres. Et en fait, 9 pieds égyptiens nous donnent exactement le nombre Euler, qui est 2,718. Alors, ça voudrait peut-être dire que les Égyptiens connaissaient aussi le nombre Euler, qui est une constante mathématique assez importante. Et donc ça, je l'ai trouvé à travers, enfin complètement par hasard à travers mes calculs. 60 coudées royales égyptiennes exprimées en pouces anglais nous donnent 5 coudées royales égyptiennes exprimées en pieds anglais. 31,416 pouces anglais égale 2,618 pieds anglais. Ça, je trouve ça quand même très 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 intéressant pour mettre en relation les unités de mesure anglaises et la coudée royale égyptienne. Alors, troisième partie de l'introduction. En ce qui concerne la partie géométrique de cette discipline ancienne, ces mêmes chercheurs indépendants ont pu observer une relation géométrique à 3 entre les sites mégalithiques, ce qui permet de dessiner un triangle rectangle. Le pionnier de ces découvertes est Howard Crowhurst, qui a étudié avec passion pendant plus de 30 ans les alignements de Karnak en Bretagne, ainsi que les autres monuments mégalithiques de son secteur. Il s'est aussi focalisé sur la Grande-Bretagne. Après des années d'impasse, il a fini par trouver des relations géométriques entre chaque alignement de menhirs, et on vint à la conclusion qu'ils sont engendrés par des phénomènes astronomiques, ce qui donne donc l'astrogéométrie. Les principaux triangles de Pythagore sont les suivants: le 3, 4, 5, le 5, 12, 13, le 8, 15, 17 et le 7, 24, 25. Alors là, je vais simplement montrer quelque chose. Je vais faire échappe. Là, je vais rester ici et je vais prendre ma calculatrice. Pourquoi en fait euh, ah bah en fait, je vois que j'ai expliqué après. Bon, on va reprendre à partir de cette diapositive. Bon, je vais pas le faire comme ça. Ah oui, d'accord, ok, on n'a pas un diaporama à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Je vais revenir dessus vite fait. Voilà. Alors pourquoi on choisit ces triangles-là en particulier? Parce qu'ils ont pour particularité la chose suivante. Quand on additionne les deux premiers nombres au carré, on obtient le troisième nombre au carré. Par exemple, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Ce qui les différencie est l'angle de leur diagonale, 53,13 degrés pour le triangle 3, 4, 5, 67,38 degrés pour le triangle 5, 12, 13, etc. Et donc tous ces triangles, si on fait 3 au carré plus 4 au carré, ça nous donne 5 au carré. Si on fait 5 au carré plus 12 au carré, ça nous donne 13 au carré. Si on fait 8 au carré plus 15 au carré, ça nous donne 17 au carré. Si on fait 7 au carré plus 24 au carré, ça nous donne 25 au carré. Et là, je vais vous montrer avec la calculatrice, ce sera plus simple. 3, alors est-ce que je peux faire puissance 2? Ah non, ça c'est... Ouais, c'est ça, 3 au carré plus euh, 4 au carré est égal à 25. Puis là, pas besoin d'être très fort en maths pour savoir que 5 au carré est égal à 25. Ici, même chose, 5 au carré plus 12 au carré est égal à 169. Et 13 au carré est égal à 169. Donc voilà, ces systèmes-là. Et d'ailleurs, si vous prenez trois baguettes, trois allumettes de même longueur, et que vous faites un angle droit avec quatre allumettes de même longueur, la diagonale, ça fera exactement 5 allumettes. Et donc aussi, ça permet d'avoir un nombre entier à la diagonale. Parce que souvent, on a des nombres irrationnels en racine, racine de 5, racine de 3, racine de 2, etc. Mais là, dans les triangles de Pythagore, tels que ceux qui sont montrés ici, on a cette particularité d'avoir un nombre entier à la diagonale. Ce qui est beaucoup plus simple au niveau des calculs. Voilà. Je vais donc reprendre là où j'en étais arrêté.
Alors maintenant, je vais vous parler d'une forme géométrique qui est connue depuis très longtemps et qui a été l'objet central des enseignements de Pythagore il y a très longtemps. Alors il y a certains chercheurs indépendants qui disent que apparemment ça aurait été le nom d'une ancienne déesse, mais qui l'aurait simplifié sous forme de dessin. On se rappelle d'elle. Avant de passer à mes découvertes en rapport avec ce que je vous ai expliqué, il faut savoir que dans l'école de Pythagore, il existait une forme géométrique nommée la tétractys, sur laquelle les élèves de l'école de Pythagore prêtaient serment dans leurs prières. Donc voilà, c'était vraiment très important. Pythagore aurait considéré que cette forme géométrique serait une représentation miniature de la structure harmonieuse de l'univers, sa représentation macrocosmique à l'échelle de l'univers, serait ce qu'il appelle l'harmonie des sphères. Le quadrivium peut s'y intégrer facilement. Dans le carrousel suivant, je vais vous en faire une illustration schématique. L'harmonie des sphères, c'est une manière de dire qu'en gros, chaque planète a une fréquence et crée une note qu'on peut ajuster sur une gamme. Et c'est d'ailleurs Pythagore qui est à l'origine de la gamme musicale, si vous ne le savez pas. On l'appelle la gamme pythagoricienne. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et apparemment, il aurait étudié en Égypte. Alors, ça viendrait peut-être de cette terre riche en mystères. Donc voilà, je vous ai représenté la tétractys ici. Donc en fait, c'est une forme géométrique qui est constituée de 10 points euh, échelonnés sur 4 rangées. Tout en haut, on a un point. Euh, Au niveau de la deuxième rangée, on a 2 points, puis ensuite 3 points, et enfin 4 points. Et quand on additionne ces 4 rangées, ça nous donne 10. 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et il y a certains enseignements plus profonds à comprendre par rapport à ça. Comme quoi, en fait, l'unité permet de créer la diversité, ou ce qu'on connaît mieux comme la dualité et la multitude. On dit souvent que la différence, enfin le contraire de l'unité, c'est la division, mais on peut aussi dire que le contraire de l'unité, c'est la diversité. C'est de comprendre qu'en réalité, tout est issu de 1. Pour arriver à 2, on fait 1 plus 1. Pour arriver à 3, on fait 1 plus 1 plus 1. Pour arriver à 4, on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, voilà, le 1 est présent partout. Tout est issu du 1, pour faire quoi. Ce triangle comprend donc 4 rangées, il y a 10 points, et ça pourrait être rapporté au système décimal, qui est le mètre. Quand on divise le nombre de points de la première rangée avec la deuxième rangée, on obtient des rapports musicaux. 4 tiers, c'est ce qu'on appelle la quinte. En fait, imaginez que vous prenez une corde, que vous la divisez, alors comment je pourrais dire ça? En 4 parties, et que vous en divisez une en 3 parties. Et ben, si vous faites résonner euh, un tiers, ouais, c'est ça. Si vous faites résonner un tiers de la corde que vous avez coupée en 3 parties et un quart de la corde que vous avez coupée en 4 parties, ça va résonner sur un intervalle de quinte. Ensuite, on a ah oui, la quarte, pardon, sur un intervalle de quarte. Pour la quinte, c'est 3 demi. Et puis enfin, on a l'octave qui est 1 sur 2. Et donc là, clairement, on peut faire 4 premières rangées divisées par la 3 divisée par la 2 et la 2 divisée par la 1. Pour l'octave, on inverse les deux. Eh bien, ces rapports seraient les mêmes entre chaque planète de notre système solaire et le Soleil. Quentin Leplat l'explique et le démontre clairement dans une de ses vidéos YouTube. Je vous ai laissé le lien si vous êtes curieux, vous pouvez aller la regarder. Regardez à partir de 39-30. Ce qui permet ainsi d'établir un lien concret entre l'harmonie des sphères de Pythagore et la réalité astronomique de notre système solaire. L'astronome Kepler en parle également dans 2 de ses ouvrages, et vous savez que je suis fan de Kepler. Mysterium Cosmographicum, écrit en 1596, et Harmonices Mundi, écrit en 1619. Pour moi, il était bien en avance sur son temps. Alors, je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé et que le temps passe vite. Donc, je continuerai la suite de cet exposé dans une seconde vidéo.
Et c'est possible même que je scinde ça en 3 vidéos. Je pense que je vais avoir beaucoup à dire pour la suite. Et étant donné que j'ai préparé environ 150 diapos, là, je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, je vais arrêter là, c'est pour éviter que ça fasse trop d'informations d'un coup. Je préfère la qualité à la quantité. Je préfère que vraiment vous compreniez bien chaque chose, les mécanismes, que vous assimiliez bien les informations que je vous partage, afin que vous soyez pas court-circuité, que vous soyez pas saturé en informations. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et donc je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de cette vidéo. La suite et peut-être la fin.